femme de 50 ans. Bah, ça donne pas vraiment envie, hein. Voilà, ménopause. Wow, la vieillesse. Le mot ménopause, franchement, pas du positif. L'effet de chaleur, L'effet de de chaleur. poids, changement d'humeur. En fait, beaucoup d'impacts négatifs sur la vie d'une femme quand même. La ménopause, ça m'évoque une étape de la vie d'une femme qui est pas forcément facile à gérer pour elle et pour son entourage. C'est le moment où on n'a plus ses règles. Bon, déjà, ça marque un temps qui s'achève, un temps de la vie qui s'achève, c'est. Ma belle-fille est en plein, elle est absolument odieuse. Ça va aussi. Éventuellement celle de pouvoir avoir une vie encore plus libre sexuellement. On dirait dans la société qu'on essaie de nous faire croire que quelque chose va s'éteindre chez la femme à un moment donné de sa vie, alors que l'homme, lui, a cette chance de continuer jusqu'au bout, quoi. C'est clair. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour pouvoir enfin échanger, positiver, voire même exulter pour certaines d'entre nous, pour parler de cette nouvelle partie de vie, ce second printemps, comme on pourrait dire en Asie, ce moment crucial dans la vie des femmes qu'est la ménopause. Et oui, la ménopause, alors on pourrait dire ménopause, c'est la peau rambollo, c'est les bouffées de chaleur, la chute de cheveux, la perte de libido. Longtemps tabou, pour les générations qui nous ont précédés, nous allons enfin libérer la parole et faire avancer autant les femmes, et oui, que les hommes, bien sûr, sur ce sujet. Bouleversement hormonal naturel, la ménopause s'accompagne, bien entendu, d'un certain nombre de symptômes, on le sait, mais elle marque aussi une nouvelle étape dans la vie des femmes où s'instaure un nouveau rapport entre le corps, mais aussi la féminité. Ménopause, c'est un mot qui peut faire peur, c'est vrai, et on l'a vu dans les images qui ont précédé. Certains sont dans le rejet total, d'autres dans l'acceptation, car il dit à lui tout seul une inégalité criante du traitement du vieillissement des femmes par rapport aux hommes. C'est la raison pour laquelle la ménopause reste un des derniers tabous à faire tomber, et on est là pour ça aujourd'hui ensemble. Je suis très honorée d'animer cette table ronde pour aborder donc la ménopause différemment et travailler à la libération justement de la parole sur ce sujet. Justement, pour en parler avec nous aujourd'hui, des experts, notamment le docteur Charles Taïeb qui est en duplex avec nous, et aussi Gaëlle Le Fur qui est sociologue qui est avec nous, Hélène Giuliano, ravie aussi directrice marketing des laboratoires Vichy, et d'autres témoignages très forts de femmes au vécu différents et complémentaires qui partagent avec nous leur expérience, que sont Elsa Wolanski, ravie de vous avoir, Natacha Dzikowski également, Valérie Tribe aussi, et Poussine. Merci d'être avec nous toutes, vraiment, c'est un bonheur de vous avoir. Alors on va échanger, discuter, peut-être même s'engueuler, on ne sait pas. En tout cas, on a besoin, aujourd'hui, de parler de ce qu'est la ménopause. Alors ménopause, ça veut dire quoi ? On va commencer par le début. Méno pour règle, pause pour arrêt, c'est donc la fin de l'activité ovarienne. Alors je vais citer justement Sonia Perrieux dans un article très intéressant dans le Gala qui dit « Ce n'est ni une maladie, ni une série d'inconforts ». Et c'est vrai, c'est ça le sujet. C'est pas une maladie la ménopause, bien au contraire. C'est ce stop hormonal qui signifie que la femme autour de 50 ans entame un nouveau cycle, tant sur le plan biologique que sur le plan physiologique. Et on va en parler ensemble avec le docteur Charles Taïeb. Bonjour Virginie, bonjour à toutes. Merci beaucoup de m'inviter à cette table ronde sur un sujet si important. Effectivement, en tant que docteur en médecine, j'ai mené de nombreuses études en vie réelle. Les études en vie réelle, c'est quoi ? C'est des études qui permettent de restituer le ressenti et le vécu des hommes et des femmes que l'on interroge. Pour les laboratoires Vichy, j'ai mis en place, il y a environ 18 mois, une étude en vie réelle, le projet POEM, Peau et Ménopause, auprès de 2500 femmes représentatives de la population française, dont plus de 1300 étaient ménopausées. POEM nous a permis de restituer non seulement un état des lieux de la peau des femmes à cette période, mais aussi un état des lieux de leur connaissance de la ménopause. Comme chacun le sait, la ménopause correspond à l'arrêt des règles. Médicalement parlant, c'est l'arrêt du fonctionnement ovarien. La ménopause survient entre 45 et 55 ans. En moyenne, à 51 ans, c'est pas anodin parce que cela veut dire qu'une femme vivra plus d'un tiers de sa vie ménopausée. Rien qu'en France, la ménopause concerne 10 millions de femmes, soit 33% de la population féminine. Chaque année, ce sont plus de 500 000 nouvelles femmes qui vivent ce bouleversement hormonal que l'on vient de décrire. En 2025, c'est demain, c'est dans 4 ans, on estime qu'en France, ce sont près de 14 millions de femmes qui seront ménopausées, soit près de 42% de la population féminine.
Ne dramatisons pas, n'oublions pas, la ménopause n'est pas une maladie. C'est une étape physiologique de la vie de toutes les femmes. En plus de l'arrêt des règles, la ménopause va s'accompagner souvent de nombreux symptômes. Plus de 80% des femmes vont les subir et les vivre comme des symptômes gênants au mieux, handicapants au pire. La durée et l'intensité de ces symptômes sont variables d'une femme à l'autre. Et certaines femmes vont y échapper, alors que d'autres, les plus nombreuses, en sont très gênées dans leur vie quotidienne. Fort heureusement, certains de ces symptômes sont transitoires. Ils sont présents les premières années, ils vont s'atténuer et s'estomper avec le temps. Ce sont les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les maux de tête, les sensations de fatigue, les troubles du sommeil, l'irritabilité, les douleurs articulaires, la prise de poids ou le relâchement cutané. D'autres symptômes, comme la sécheresse vaginale ou les troubles urinaires, peuvent s'installer et se pérenniser dans le temps. Chez beaucoup de femmes, la carence oestrogénique va favoriser l'émergence ou l'aggravation du risque cardiovasculaire et d'ostéoporose. Vous l'avez compris, il est donc essentiel d'avoir un suivi médical régulier par un professionnel de santé pour prendre en charge l'ensemble de ces symptômes le plus rapidement possible. Avant de vous rendre la parole, permettez-moi de partager avec vous un des enseignements du projet Poème. Une femme ménopausée sur 2 reconnaît ne pas être suffisamment informée des conséquences éventuelles de la ménopause et de ses évolutions. Votre table ronde est donc essentielle, légitime, pertinente et je dirais même d'utilité sociale. Merci beaucoup, Dr Charles Taïeb, pour ces explications très claires. Alors justement, on va revenir en détail, bien sûr, ces symptômes et surtout sur les solutions qui existent. Et on va démarrer justement avec la question, c'est pourquoi, Gaëlle Le Fur, donc cette étape qui est une étape donc classique que toutes les femmes vivent dans leur vie, pourquoi elle reste taboue? C'est vrai qu'en France, on en fait un espèce d'événement complètement négatif, alors qu'il y a plein d'autres pays, dans d'autres cultures ou même d'autres époques où c'est un événement, un non-événement, on n'en parle pas, c'est quelque chose de normal. Il y a quelque chose un petit peu effectivement de la retenue, dans notre culture un petit peu fermée, on a du mal à parler sexualité, on a du mal à parler femmes, règles, l'image de la femme dans la société, après 50 ans, c'est quoi ? Faut savoir quand même qu'une femme actrice en France de plus de 50 ans, c'est à peine 9% en fait des rôles distribués en 2019. Donc par rapport effectivement à la part d'hommes sur le marché d'acteurs à 50 ans, c'est franchement rien. C'est choquant et c'est plus ça en fait qui devrait nous interpeller, nous en tant que femmes du coup. Ça nous interpelle, je vous le rassure, ça nous énerve beaucoup. En Occident du moins, la femme c'est la procréation. Alors une fois qu'elle ne peut plus procréer... C'est la société judéo-chrétienne quand même, ça. On est totalement baigné là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, les rapports sexuels sont dédiés à la procréation et surtout pas au plaisir ou à la jouissance des femmes. Donc à partir du moment où le corps ne peut plus reproduire, à partir de là, le sexe doit sortir de la vie des femmes dans cette société-là. Et c'est ça en fait qui met un tabou et des archétypes comme ça aussi négatifs sur la ménopause. C'est en fait la société judéo-chrétienne. Vous prenez la société asiatique, ce n'est pas du tout la même chose. Donc il y a cette espèce de stigmatisation externe que les autres nous renvoient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ménopause, ce n'est qu'une construction sociale. Il faut savoir que là, en France, effectivement, c'est un événement complètement négatif. On disait tout à l'heure, il y a d'autres endroits où c'est un non-événement et un événement positif. Genre en Inde, les femmes, quand elles ont la ménopause, elles n'ont plus de règles. On estime qu'elles sont pures. Elles ont fini les tâches ménagères, elles prennent décision avec les hommes, elles éduquent... Et donc c'est un événement positif. Mais en fait c'est lié aussi à décloisonner un peu ces sujets de ménopause. Plus on parle de la ménopause entre nous, sur des plateaux télé, également entre mères et filles, parce qu'apparemment c'est quand même quelque chose aussi à bien décloisonner, entre amis, je pense qu'on peut aller bien plus loin. En plus, il n'y a qu'à voir avec tous les hashtags, on en parlait tout à l'heure, les MeToo et tout. On est vraiment dans un bon mouvement. La femme, en tout cas, est dans un bon mouvement. Elle prend la parole, elle s'autorise à la prendre. Et puis, les laboratoires Vichy, pareil. C'est des super campagnes. Et merci, parce que ça fait du bien. Moi, je ne suis pas encore concernée par le problème, mais ça m'interpelle. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? On va en parler ensemble parce que vous êtes directrice marketing des laboratoires Vichy. Grâce à vous, on est ici justement pour discuter de cette thématique et la ménopause et de tout ce que ça peut inspirer comme crainte, comme angoisse ou comme joie. J'aimerais, à titre perso, mais je pense qu'on est toutes pareilles, qu'on puisse vraiment parler de ce sujet qu'est la ménopause et pouvoir
faire tomber les tabous. Alors, il y a des solutions qui existent et vous avez pris ce sujet à bout de bras, mais il y a un certain temps, puisqu'on en a parlé ensemble, ça fait 30 ans que vous travaillez sur ce sujet. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là, la ménopause, et comment vous avez fait pour aider justement à la libération de la parole ? C'est vrai que ce sujet, comme l'expliquait le docteur Charles Taïeb, touche aujourd'hui toutes les femmes. Tout le monde sait que c'est un processus naturel qui arrive, que l'on va tous vivre plus d'un tiers de notre vie dans cette étape-là. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'une femme sur deux ne se sent ni assez informée, ni assez accompagnée sur le sujet. Une sur deux, c'est énorme. Elle ne sait pas ce que c'est que la ménopause, finalement. Exactement, et elle ne connaît pas les conséquences qui en découlent. Donc il y a un vrai besoin, en tout cas, de prendre la parole sur ce sujet et d'aider les femmes à mieux comprendre, mais aussi à être mieux prises en charge. Tout ça, elles ne savent absolument pas que ça peut arriver. Alors elles peuvent, par expérience, etc., savoir que ces symptômes-là peuvent apparaître, mais en fait, elles ne savent pas forcément à qui en parler, elles ne savent pas forcément comment les prendre en charge, et donc il peut y avoir, surtout si l'entourage a mal vécu cette période-là de sa vie, appréhender cette période et ne pas forcément le vivre de manière positive. Alors que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, on travaille avec des boards de médecins spécialistes de la ménopause, des solutions existent. Comment vous vous y êtes pris, vous, de votre côté, pour aborder ces médecins, aller les voir et justement dire, il y a un moment, il faut qu'on trouve des solutions et qu'on propose des solutions à vos patients? Alors en fait, nous avons contacté le GEMVI, qui est le groupe d'études sur la ménopause et sur le vieillissement hormonal, qui est composé d'un board d'experts spécialistes de la ménopause. C'est-à-dire qu'un board, il y a qui à peu près? Dites-moi. Alors il y a des endocrinologues, des gynécologues, des dermatologues, des sexologues. Et nous avons en fait parlé avec eux de notre projet, de détabouiser ce sujet, d'aider les médecins, les prescripteurs de santé à prendre en charge cette étape de la vie. Et voilà, leur accueil était très positif. Et nous avons avec eux créé différents outils. Qu'on a ici. Tout à fait. Le premier outil qui a été créé est un guide de conseils hygiéno-diététiques sur la ménopause et qui permet vraiment d'appréhender la ménopause dans sa globalité. Donc il y a des conseils sur la nutrition, sur le sport, sur aussi le sexe. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les prescripteurs de santé, médecins, pharmaciens aussi, pour leur montrer que voilà, des solutions existent, qu'ils peuvent en parler avec leurs patientes et proposer effectivement des solutions adaptées. On a également travaillé pour les salles d'attente un poster qui nous permet d'encourager, de libérer la parole des femmes auprès de leurs médecins en leur disant que effectivement la ménopause, ça se passe tellement mieux quand on en parle. Donc parlez-en à votre médecin parce que, je le répète, des solutions existent. Et avec un acronyme sur la bise, sur les bises. Un acronyme positif et voilà, amusant, et qui permet de dédramatiser aussi et qui voilà, permet d'identifier les signes cliniques de la ménopause, comme peuvent être les bouffées de chaleur, l'interruption des règles, les sautes d'humeur, l'évolution du poids et la sécheresse de la peau. Vous avez créé une plateforme très intéressante sur laquelle j'ai pu avoir pas mal de conseils. Je ne suis pas encore ménopausée, mais sur ce qui peut m'arriver peut-être très prochainement, je ne sais pas. Exactement. L'objectif, c'était vraiment de continuer à parler de ce sujet, à toucher le plus de femmes, le maximum de femmes possible. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle Nopause at Ménopause, sur laquelle vous pouvez trouver plein de conseils d'experts. Et l'idée, en fait, c'est de continuer à enrichir ce contenu. On l'a fait récemment avec des podcasts, dans lesquels Natacha a effectivement témoigné et qui nous permettent voilà, de donner la parole à des experts, mais aussi voilà, à des femmes qui sont passées par cette période de leur vie. Écoutez, en tout cas, bravo pour votre engagement, parce que c'est formidable de voir un laboratoire aussi engagé qui puisse nous permettre d'avancer, de partager, de comprendre, de s'informer. On le voit, la ménopause marque effectivement une étape d'après elle, un tournant dans la vie d'une femme. Certaines l'ont bien vécu, d'autres un peu moins. Et j'ai la chance depuis le début d'être entourée par des femmes aux vécus, aux expériences totalement différentes. Et je vais me tourner vers vous, Elsa Wolanski. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez déjà appréhendé depuis longtemps cette ménopause à venir? Alors moi, en fait, mes règles se sont arrêtées du jour au lendemain pendant que je vivais ma dernière histoire d'amour il y a quelques années. Mais vraiment, pendant 1 an, j'ai plus eu mes règles. Donc je me suis dit, ça y est, je suis en préménopause ou ménopausée. Voilà, c'est une évidence. Et quand j'ai commencé à en parler, autour de moi,
toutes les filles m'ont dit « Non mais c'est pas... » Alors déjà mes filles à moi, mes enfants m'ont dit « Ok, donc t'es une grand-mère en fait, ça y est. » Ah oui, la réaction immédiate. Immédiate, c'était « Ah bah oui maman, ça y est, t'es une grand-mère. » Donc je me suis dit, vos filles ont quel âge? Ok, 11 et 15 ans. Mes amies, qui sont pourtant des femmes libérées, intelligentes, cultivées, elles aussi ont réagi assez bizarrement en disant « Ah non, mais alors moi, je voudrais pas que ça m'arrive. » J'ai à ce moment-là découvert c'est un monde s'ouvrait devant moi. C'est-à-dire que moi, je pensais pas que... J'ai jamais trouvé que c'était... Enfin, je n'imaginais pas que c'était honteux, tout d'un coup, ce qui allait m'arriver. C'est la société, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est vraiment la société qui nous renvoie à une image de mince, il m'arrive ça, il faut pas le dire. Mais du coup, vous avez vécu cette honte, c'est-à-dire que vous avez cette image qui était renvoyée. Est-ce que du coup, vous vous êtes sentie honteuse? Non, je me suis pas du tout sentie honteuse. Je me suis juste dit, alors c'est drôle, Natacha, parce que à ce moment-là, j'ai pas vu de gynécologue tout de suite, mais alors j'ai tout eu. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, alors j'ai chaud, bon, je suis dépressive, ce qui m'arrive à peu près tout le temps, donc c'est mon état normal. Mais voilà, je me faisais tout je me montais un film parce que je suis allée regarder sur Doctissimo. Je faisais tout sauf aller voir la gynéco. D'accord. Jusqu'au jour où par rejet en fait inconscient. Ouais, du coup j'étais mal à l'aise, j'avais un peu peur, je me disais bon alors elle va m'annoncer quoi, donc ça veut dire si vraiment. Moi ce qui était compliqué pour moi, ce qui était douloureux, parce que moi j'adore les enfants. Vraiment, si j'avais pu en faire 20, j'en aurais fait 20. Donc c'était juste cette idée-là de me dire bon bah je peux plus avoir d'enfants, donc j'arrêtais pas de regarder dans la rue des filles avec les poussettes. Je me disais mais sauf qu'Elsa, vous n'aviez plus envie d'enfant depuis longtemps. Votre dernier, j'ai toujours envie d'enfant. Non, c'était il y a 2 ans, donc non. Je me dis que c'est encore possible. Ouais, je me dis tout le temps c'est encore possible. Non. Et en fait, le jour où je me suis séparée de l'homme avec qui je vivais, mes règles sont revenues. C'est-à-dire que pendant 1 an, alors à la fin je suis quand même allée voir la gynéco, je suis quand même allée dire bon alors j'ai plus mes règles, qu'est-ce qui m'arrive, ça y est je suis ménopausée, donc elle m'a expliqué qu'il fallait d'abord se calmer, mais j'ai aussi eu, alors avant j'avais vu mon généraliste qui m'a dit je pense que vous êtes dépressive. Donc il y avait un lien en fait entre l'histoire d'amour en question et l'arrêt des règles, c'est ça que je vous ai expliqué. Je pense que effectivement l'idée de ne pas faire d'enfant à cet homme-là, en fait. Ouais, le corps s'est arrêté. Le corps a dit pas lui. Incroyable. Donc ça a été assez dingue. Et le jour où on s'est séparés, j'ai réu mes règles. Et je vous avoue, j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir mes règles. Comme j'avais beaucoup expliqué à mes enfants, je leur avais dit voilà, donc je suis sûrement ménopausée, donc maman va changer, maman n'est pas une grand-mère. Et là, tout d'un coup, je leur dis mais non, j'ai mes règles, les filles, c'est pas ça du tout, c'est pas encore la fin. Non, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs phases comme ça. Mais c'est donc, mais heureusement que j'ai eu cette phase où j'ai eu cet arrêt de mes règles parce que j'ai compris que en fait, je me préparais à aller vivre quelque chose et à vivre un moment que je ne connaissais pas, un moment que j'avais pas envie de vivre de manière honteuse et que j'avais envie de vivre de manière épanouie. Et du coup, pour être très honnête, j'attends, pas avec impatience, mais j'attends cette ça en me disant, ça sera justement pour l'histoire des bébés, je me suis dit, si je peux plus en faire, je vais créer autrement. Je vais transcender autrement. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, parce que vous êtes journaliste beauté, clairement on vous connaît bien, mais en plus vous avez monté une marque Sisterhood. De vêtements solidaires et engagés, oui. Exactement. Mais c'est vrai qu'en plus c'était exactement à cette époque, donc j'avais envie de créer différemment, de transcender ces changements en moi dans la création et dans le mieux-être en fait. Merci en tout cas je vous en prie. De ce témoignage fort, parce que c'est vrai que c'est un moment, une étape de vie très importante et elle est vécue de manière différente pour chacune d'entre nous. Alors je me tourne vers vous justement, Natacha Dikowski, parce que vous êtes évidemment, on le sait aussi, chroniqueuse bien-être, autrice, je l'ai, il est là, il vient de sortir, c'est maintenant, de Bel et Bien dans son âge, qui vient de paraître aux éditions Le Duc. Alors vous avez traversé aussi bien la ménopause sereinement, et on le sait, on le voit, vous nous l'avez dit déjà en début d'émission, vous êtes engagée aujourd'hui pour justement transmettre vos conseils, nous parler, libérer la parole, libérer ce tabou et surtout pour nous donner un élan extrêmement positif sur cette ménopause qui peut nous attendre ou que l'on vit déjà maintenant. Le phénomène en fait de la ménopause,
C'est marrant, moi, comment je l'ai rencontré. C'est-à-dire que, comme je ne suis pas, focalisée sur ces problèmes de maternité, enfant, etc., et que ça m'a jamais vraiment intéressée, bon, moi, le fait d'avoir tout à coup des cycles très irréguliers, comme je voyageais énormément, j'étais en décalage horaire tout le temps, je me suis pas particulièrement, ça m'a pas interpellée en fait cette histoire au départ. Après, je commençais à avoir des bouffées de chaleur. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est bizarre ce truc-là. Bon. Et puis, à un contrôle gynécologique normal, annuel, voilà, je raconte ça à mon gynécologue qui me dit, ah bah peut-être que, quel âge avez-vous ? Je devais avoir 47 ans ou 48 ans. Aujourd'hui, vous avez quel âge ? 57. Je devais avoir ça, et il me dit, bon bah, ça doit être la préménopause qui arrive, on va faire les dosages, on va vérifier, etc. Parfait. Donc, je lui dis, et très bien, et qu'est-ce qu'il est possible de faire par rapport à ces désagréments ? Donc là, évidemment, on vous parle de traitement hormonal. Moi, perso, je ne voulais absolument pas rentrer là-dedans. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver une autre façon. Donc, je suis allée voir des naturopathes, des médecins comme ça, alternatifs. J'ai rencontré plein de gens très intéressants. Et évidemment, il y a plein de solutions naturelles qui existent. Simplement, c'est plus long. C'est-à-dire que ça met entre 3 progressif, et 6 forcément, mois. parce que Voilà, c'est naturel. C'est des plantes. Ça marche pour tout le monde, ça, si vous voulez. Oui. Mais après, ça dépend de comment le corps va s'ajuster. Merci en tout cas pour votre témoignage, Natacha. Vous avez vécu donc la ménopause assez, de manière pas tardive, mais disons que bon. En fait, sans vraiment m'en rendre compte. 49-50 voilà, ans, c'est ça. C'est ça, voilà. Et mais ça a commencé vers 48, et vraiment l'arrêt des règles pendant 1 an, j'avais 51. Voilà, c'est ça. Mais on peut le vivre aussi plus jeune, et c'est votre cas, Poussine. Est-ce que vous avez vécu ce moment à quel âge ça a démarré en fait ? Alors, on m'a parlé de préménopause à 38 ans la première fois. Ouais, donc 38 ans, c'est vrai que c'est jeune. C'est hyper jeune. En plus, moi, j'appréhendais pas très bien la quarantaine. Et à 38 ans, on m'annonce que j'ai peut-être une préménopause, donc je l'ai pas très bien vécu au départ. Et puis surtout, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte ? J'ai été voir un gynécologue, en fait, pour des douleurs dans la poitrine. Et il m'a dit, non, c'est pas des douleurs dans la poitrine, ça s'appelle la préménopause. Sans aucun ménagement, sans rien. Je suis ressortie de là, je me suis dit, n'importe quoi. Et puis 2 ans après, à 40 ans, j'y suis retournée. J'ai changé de gynécologue entre-temps. Et lui, pour le coup, il m'a assise et il m'a expliqué que oui, j'étais en pleine préménopause à 40 ans. Mais pendant ces 2 années-là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que votre corps a été modifié, il y a eu des changements, Ça a été surtout au niveau de l'humeur, où je me sentais complètement désorientée. J'étais pas bien dans ma peau, je prenais du poids. Et donc, je suis allée voir mon médecin généraliste, on en parlait tout à l'heure. Et à 39 ans, on ne parle pas de préménopause forcément, surtout chez un généraliste. J'avais une petite, en bas âge. Vous n'êtes pas bien en ce moment, vous dormez mal, vous êtes fatigué. Oui, il y a des problèmes de société, oui. Et donc, systématiquement, on vous propose un antidépresseur que je n'ai pas voulu prendre, heureusement. Et puis, donc, à 40 ans, je suis allée voir un autre gynécologue qui, là, m'a expliqué qu'effectivement, j'étais en préménopause. Et là, coup de massue pour moi, parce que 40 ans, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui va m'arriver par la suite, comment ça va évoluer. Moi, je lui ai dit, mais ça va durer combien de temps ? Ah oui ? Bah oui, je ne savais pas parce que, en fait, pour la petite histoire, moi, ma mère, elle a été ménopausée à 44 ans. Et quand elle a vécu sa ménopause, c'était un peu la fête, genre « Ah, ça y est, je suis libérée, ça y est les filles, je suis tranquille, j'ai plus mes règles. » Donc pour nous, c'était un petit peu une fête. Donc c'était cool de plus avoir ses règles à 44 ans, on n'était plus embêtés. Et donc moi, je lui ai demandé combien de temps ça durait parce que j'étais pas forcément prête à vivre tous les symptômes qui sont liés à la préménopause. Et quand il m'a dit « Mais ça peut durer 7 ans, on ne sait pas trop. » Là, je me suis dit « Mais dans quoi je m'embarque en fait ?» Et j'ai commencé à chercher du soutien. J'en ai parlé, donc ma mère m'a écoutée, mais elle n'avait pas trop de solutions à m'apporter puisqu'elle n'avait pas vécu de préménopause. Et j'ai commencé à en parler à mes copines qui m'ont regardée avec des yeux comme ça en me disant oh, « Ma pauvre, t'es préménopausée, tu vas être ménopausée. » Et là, je me suis dit « Ok, je suis en train de passer une autre catégorie en fait. » Et j'ai rencontré les laboratoires Vichy et je me suis dit « Tiens, il y a enfin quelqu'un qui aide, qui accompagne dans ce sujet-là. » Et j'en ai parlé à ma communauté parce que je voulais un petit peu détabouiser la chose parce que j'ai vite compris que c'était un sujet hyper tabou. Mais alors, vraiment. C'est vous-même qui êtes allée vers Vichy en fait. En fait, j'ai vu l'une de leurs vidéos, ils faisaient un live et oui. Là, je leur ai écrit en leur disant écoutez, il y a peut-être quelque chose à faire effectivement parce que je pense qu'il y a une parole à prendre sur les réseaux sociaux à ce sujet. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et moi, au départ, je me souviens quand je suis sortie de chez le gynéco avec les résultats sanguins, j'ai fait une story en disant à ma communauté, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. J'ai appris une mauvaise nouvelle, je vais digérer ça et je vais vous en parler. Sans rien dire. Ouais. Et en fait, après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai vécu ça comme une mauvaise nouvelle en fait ? Puisqu'on va tout y passer. Toutes les femmes vont avoir la ménopause. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste la vie. Vous comme voulez ça avoir qui des enfants encore ?
Alors, le premier sujet avec mon gynécologue, c'était justement le sujet des enfants. Oui. Il m'a dit, est-ce que vous envisagez de faire d'autres enfants? Parce que c'est vrai qu'à 40 ans, aujourd'hui, les femmes, elles sont potentiellement encore fécondables. Et moi, non. Mais en rentrant chez moi, du coup, je ne savais plus. Alors que 2 jours avant, j'étais sûre, certaine, je voulais plus d'enfants. Et puis 2 jours après, du coup, je savais plus. Je me dis, on m'ôte ça, peut-être que ça y est, c'est fini. Et puis votre mari, en fait, vous n'êtes pas seule, c'est un couple aussi. Et puis voilà, et puis non, évidemment, on veut plus d'enfants. Donc on a, entre guillemets, cette chance-là, on est une famille comblée. Mais voilà, il faut vraiment accompagner les femmes dans tout ça parce que c'est encore un sujet... on ne connaît rien sur la ménopause. Enfin, moi, je me rends compte que je ne connaissais rien à la ménopause. Et c'est quand même dramatique parce que on va toutes passer par là. On sera toutes ménopausées un jour. Hélène, vous avez encore ce type de réaction qui arrive fréquemment, bien que ça fasse 30 ans que vous soyez sur le sujet, que vous fassiez effectivement des vidéos, on le voit, qui ont marqué les esprits, puisque Poussine est venue naturellement vers vous. Est-ce que vous voyez encore chaque jour ces femmes qui vous disent « Ah bon, ah ouais, c'est ça qui se passe ?» Tout à fait. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, une femme sur 2, on peut le voir. Et ce que je trouve surtout très étonnant, c'est quel que soit l'âge en fait. C'est-à-dire que ça peut effectivement toucher des femmes qui ont 40, 45, même 50, qui ne sont pas encore entrées dans cette étape de leur vie, comme mes amis. Moi j'ai 40 ans, qui aujourd'hui ne savent pas forcément non plus ce qui les attend. Donc je pense que c'est effectivement un sujet transgénérationnel et que même si aujourd'hui les laboratoires Vichy ont œuvré et continuent d'œuvrer pour détabouiser le sujet, j'ai envie de te dire que la bataille ne fait que démarrer et que nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat-là et qu'aujourd'hui, voilà, on a encore beaucoup de choses à faire, mais le mouvement est lancé, donc il n'y a plus qu'à. Et puis elles attendent que ça, les femmes. Alors justement, on parlait de transgénérationnel, c'est vachement intéressant parce que transgénérationnel, ça veut aussi dire, effectivement, votre mère était plutôt très heureuse à 44 ans d'être ménopausée. Vous, la première réaction a été un peu difficile. Aujourd'hui, vous avez des enfants, vous avez des filles? Ouais, j'ai 2 filles. Donc vous leur en parlez? Ouais. Alors en fait, moi j'ai appris que c'était héréditaire la ménopause. Eh oui. Je le savais pas ça. Alors héréditaire, ménopause, il y avait un votre maman 44 ans et vous voilà. 39 ans. Donc en fait c'est héréditaire, pas forcément au même âge. Elle a été ménopausée à 44 ans. Moi je suis préménopausée, donc il m'arrive encore d'avoir mes règles. Peut-être qu'à 44 ans et certainement avant, je n'aurai plus mes règles. Et effectivement, il y a un facteur héréditaire là-dessus. Et donc, bien sûr, j'en ai parlé. Alors, ma petite est encore petite, mais ma grande qui va avoir 20 ans, c'est évident qu'il faut qu'elle soit au courant qu'il ne va pas falloir qu'elle tarde trop si elle veut des enfants. Merci, Poussine, pour ce témoignage fort. Merci d'avoir écouté. Maintenant, je suis ravie, les parcours sont vraiment très différents. Valérie Tripp, vous êtes journaliste, ravie de vous avoir avec nous. Vous êtes extrêmement engagée sur de nombreuses causes qui vous tiennent à cœur, et notamment celle-ci. Vous vous apprêtez donc à vivre cette ménopause. Comment vous l'appréhendez de votre côté? C'est un non-sujet, c'est-à-dire que je ne veux pas en entendre parler. C'est mal tombé aujourd'hui. Tout à l'heure, non mais je dois l'avouer que quand on m'a proposé de participer, j'ai dit je vais réfléchir. D'habitude, tout de suite, je me dis ouais c'est bien, je fonce, je vais pouvoir m'exprimer. Et là, je me suis dit wow. Et puis. Mais pourquoi wow? Parce que par je vais réfléchir. Il faut que je réfléchisse. Parce que finalement, chez moi, c'est pas un sujet de famille. Ma mère en parlait de transmission. La ménopause est arrivée très tard pour elle, 54-55 ans. C'est tout ce que je sais. Et on n'en a jamais parlé jusqu'à l'été dernier où elle me dit « Dis donc, ma petite fille, t'es bientôt finie, toi hein ?» Je lui dis « Mais comment ça T'es bientôt finie, tu deviens vieille, quoi. Tu vas devenir vieille. » J'avais compris de quoi elle parlait, parce que ma mère parle beaucoup par sous-entendu. Donc je dis « Ouais, tu parles de la ménopause ?» Et je lui dis, elle me dit, mais t'inquiète pas, chez nous ça arrive tard. Je dis, je sais, donc laisse-moi avoir 50 ans et on verra. Et donc je m'aperçois que ça fait 5 ans, depuis l'âge de 45 ans, que je me dis, on verra à 50 ans. Je me pencherai sur le sujet de la ménopause à 50 ans. Sauf que je vais avoir 50 ans le 5 décembre prochain. Et là, je me dis, il serait peut-être temps que j'en parle. Mais j'anticipe, je suis déjà allée voir une nutritionniste pour un rééquilibrage alimentaire, qui m'a expliqué qu'il faut manger justement. Alors, comme il y a de l'ostéoporose dans ma famille, il faut que je fasse très attention, que je prenne beaucoup de laitage, il faut que je prenne beaucoup de viande rouge, beaucoup de viande blanche, que je diversifie mon alimentation. C'est là que j'ai pris du poids, j'étais pas bien dans ma peau, etc. Et en fait, pour finir, je trouve qu'en ne voulant pas passer le cap de la cinquantaine, comme tu l'as dit, elle l'a dit très justement Natacha, on vieillit tous, je dis maintenant il est temps que je me prenne en main et que j'accepte aussi de venir témoigner. Je me prends en main, je fais du sport, je suis allée voir une diététicienne, voilà. Et justement, je suis dans une démarche, au contraire, j'avance, je me renseigne sur les crèmes, je me renseigne pour les cheveux, pour tout. Et vraiment, du coup,
je m'intéresse. Le livre de Natacha, je l'ai dévoré. Et tu vas voir, tu parlais de ta communauté tout à l'heure, tu verras, elles vont te remercier. Ma communauté, j'en suis sûre qu'elles vont. En plus, j'ai une communauté super engagée, des filles de tous les âges. Je suis sûre que ce sera vraiment positif. Et c'est ce qui va avec l'idée de cette thématique qu'on a appelée Ménopositivity. Exactement. C'est génial. D'ailleurs, on va peut-être penser à un petit t-shirt. On commence avec le foulard, mais effectivement, développons des t-shirts. Il a été pensé et créé par un artiste, c'est ça ? Tout à fait, par un artiste qui est effectivement très engagé sur cette féminité-là. Léandre Cornette de Saint-Cyr. Exactement, et qui nous a accompagnés dans ce projet, qui a réalisé une très belle œuvre d'art, en tout cas qui est pour nous un porte-étendard de cette belle cause. On le disait avec Natacha, c'est aussi un moment où on se prend en main, on parle du poids, on parle de bouffée de chaleur, on parle de tout ça, des rides. On le sait, il y a beaucoup de femmes, je ne sais pas le pourcentage, mais je sais qu'il est important, de femmes qui n'ont pas encore fait de mammographie à 45 ans par exemple. Les contrôles, il faut les faire tous les ans. On a vraiment la chance de vivre dans un pays avec un système de santé remarquable, où on a accès à tout. J'allais dire entre guillemets gratuitement, mais enfin, en tout cas on a accès à tout et ces contrôles il faut le faire, il faut faire contrôler ses seins, il faut faire sa mammographie, son échographie, il faut faire des échographies des ovaires. Ça, c'est important en prévention. On le demande de nous-mêmes aux gynécologues. Moi, je le demande. Par exemple, depuis l'âge de 40 ans, mais tous les ans, je fais vérifier. En fait, je fais une échographie des ovaires. Parce que les ovaires, par définition, on sait pertinemment que le cancer des ovaires, il n'a aucun signe apparent. Il ne dit rien. Et le jour où on s'en rend compte, c'est vraiment embêtant. Qu'est-ce que ça peut faire de faire une échographie ? C'est rien, c'est pas des rayons, c'est rien du tout, c'est pas dangereux, voilà. Tous les ans, déjà, ces 3 examens-là, ça permet de vérifier aussi l'état de l'utérus, ça permet de vérifier l'endomètre. Donc voilà, et à partir de 50 ans, de toute façon, on reçoit déjà le truc de la sécurité sociale qui est très bien fait pour aller faire un dépistage des seins. On fait en même temps les ovaires et l'utérus. Avec ça, déjà, ça va mieux. Ensuite, on vérifie sa thyroïde. Alors, pas tous les ans, mais tous les 5 ans. Et la thyroïde, ça se vérifie avec une échographie et une prise de sang, les deux. Ça, c'est important parce que la thyroïde, elle peut aussi avoir... Dans la chaîne hormonale, la thyroïde, elle est très, très importante. C'est un peu un grand chef d'orchestre. Et quand elle... C'est le chef d'orchestre. Voilà, quand elle fonctionne moins bien, on peut avoir des problèmes d'humeur, des problèmes de poids. On pense que c'est lié à la ménopause, mais ça peut aussi venir d'un dérèglement de la thyroïde qui n'est pas forcément lié à l'âge. Voilà. Donc, c'est important de faire tous ces contrôles. Et on a la chance, en fait, de pouvoir faire toute cette prévention active. Et moi, je considère qu'on doit devenir des experts de soi-même. Le médecin, c'est pas un magicien. Donc nous-mêmes déjà, devenons des experts de nous-mêmes, prenons-nous en main, voilà, faisons en fait toute la prévention qu'on peut faire sans devenir non plus complètement hypocondriaque, mais le minimum de la prévention tous les ans, et avec ça, déjà, on peut quand même, ça montre à soi-même qu'on prend soin de soi. C'est super important. D'être vraiment, de se réconcilier avec son corps. C'est le moment où, c'est vrai que très souvent les femmes ne s'aiment pas, bon, ça c'est pas une nouveauté, mais enfin bon voilà, on a toujours des défauts, on n'est toujours jamais assez mince, assez ceci, assez cela. Certains hommes aussi. Voilà. Oui, mais c'est quand même beaucoup les femmes qui se regardent par petits bouts, alors que personne ne regarde par petits bouts. Mais alors nous, on est les championnes du monde du petit bout, là, du petit truc qui va pas. Bon. Là, c'est le moment de se réconcilier avec soi. Donc de faire le travail pour ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas se passer comme ça. Donc si on a besoin d'un soutien en thérapie, on fait un soutien en thérapie. Si on a besoin de se faire aider en faisant du yoga, on fait du yoga. Mais en tout cas, se réconcilier avec son corps est fondamental parce que plus vous allez être en lutte en train de dire « Ah ben non, ça ne se passera pas comme ça, je n'aurai pas chaud, je n'aurai pas faim, je n'aurai pas ceci », alors plus vous êtes sûr que c'est ça qui va se passer. Alors que d'être dans l'accompagnement en se disant « Bon bah ok, c'est une période qui va être un petit peu compliquée. Le corps doit s'adapter. Si on veut bien vivre dans son âge à partir de 45 ans, on ne peut pas être sédentaire. De parler de toutes ces étapes importantes de la vie, que ce soit la puberté ou d'autres de la vie d'une femme, et en l'occurrence à la ménopause, ça permet de se poser des vraies questions et aussi de prendre soin davantage de notre santé de manière générale. Mais il y a aussi, parce qu'on ne va pas l'éviter et parce que ça nous concerne toutes, on ne va pas se mentir, il y a le côté esthétique. Prendre soin aussi de sa peau. Franchement, les rides, bon, si on avait pu s'en passer, c'est vrai que voilà, on préférerait faire sans.
Hein, on va pas se Oui, ça, mentir. c'est pas le truc qu'on adore le plus. Ah, on n'aime hein. pas. Non, on n'aime pas. Alors, heureusement, il y a des solutions. Et les premières, justement, c'est Novadiol. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ces petits produits magiques que vous Bien nous sûr. proposez? Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, là, on le sait, et vous l'avez dit, Natacha, que la ménopause a un impact sur notre santé. Et ça se voit effectivement sur la santé de la peau. Donc, on a effectivement, par cette expérience, ces 30 ans d'expérience sur ce territoire de la ménopause, nous avons effectivement rénové nos crèmes, nos soins Novadiol, qui aujourd'hui est la gamme experte des soins spécifiques pour les peaux ménopausées. Quand vous dites rénover, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus actif, il y a plus d'actifs Exactement, dedans, plus de nos vitamines, formules aujourd'hui sont encore plus efficaces, encore plus expertes. On a en fait découvert une nouvelle expertise, c'est-à-dire qu'on sait qu'avec la ménopause, on a une baisse des œstrogènes, que tout le monde connaît, dont tout le monde parle. On a aussi une hausse du cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui impacte le vieillissement chronologique de la peau. Donc on a effectivement des symptômes cutanés qui vont être la perte d'éclat, l'apparition de rides, l'apparition de taches, la perte de fermeté, de densité. Et en fait, ces formules-là ont été rénovées avec un nouvel extrait, avec un nouvel ingrédient, et qui va permettre effectivement de réactiver les mécanismes de la peau pendant cette période, sachant que, vous l'avez tout dit, mais il y a dans la ménopause aujourd'hui 2 périodes. Il y a la périménopause, pendant laquelle on a des cycles menstruels irréguliers, on commence à avoir des signes cliniques comme les bouffées de chaleur. Et on a après ensuite ce qu'on appelle la post-ménopause, donc une fois qu'on a 12 mois d'aménorrhée, la ménopause est là, il y a effectivement la post-ménopause et on sait que les besoins de la peau sont différents. Donc on a effectivement 2 gammes, périménopause et post-ménopause, qui permettent de cibler ces besoins spécifiques et surtout de compenser les impacts de la ménopause sur la peau. Merci 1000 fois, mesdames, mesdemoiselles, on va se dire mesdemoiselles, pour tout ce partage, ces échanges. Merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Je dois avouer qu'à partir de 50 ans, il faut le redire, quoi. Je l'avoue pas, je le dis tout simplement. Ce n'est pas le début de la fin, non. C'est un commencement, au contraire. C'est le commencement d'une nouvelle période placée sous le signe de la liberté. C'est comme ça que je le vis, mais je ne suis pas la seule, manifestement, Natacha aussi, et plein d'autres. C'est l'accomplissement sans tomber, justement, dans l'archétype du jeunisme à tout prix, mais ce n'est pas le déclin, non, non. C'est juste une étape de vie, comme l'étape de la puberté. Eh bien, il y a l'étape, tout simplement, de la ménopause. Donc positiver cette ménopause, on va le faire. Ménopositivity, on va le lancer. Je sens qu'on va lancer ce t-shirt. Ah oui. En tout cas, on est obligé, toutes les 7 de le porter à un moment ou à un autre et de lancer ce mouvement pour pouvoir enfin libérer la parole et être à fond avec tous ceux porteurs de cette belle énergie que vous avez initiée il y a déjà 30 ans avec le laboratoire Vichy. Donc bravo. Merci 1000 fois. Merci. Et on continue de justement s'écouter, se lire et d'échanger sur Nopose at Ménopause. Exactement. Nopose at Ménopause. Merci 1000 fois. Merci.